Bonjour. En français. S'il vous plaît. Donc, j'ai été dispose de 20 minutes afin de présenter son plan au juge. J'ajouterai 4 pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. La période des questions d'une durée maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. On peut débuter? Parfait. Tout d'abord, nos plus cordiales salutations à M. Yves Fontenelle, Mme Nathalie Fontenelle et tout autre membre de la famille Fontenelle ici présent. Donc, on est très enthousiaste à vous présenter la planification d'aujourd'hui, car il y avait des perspectives très intéressantes du côté planification fiscale ainsi que du côté planification financière personnelle. Donc, d'entrée de jeu, on a une présentation assez chargée. Laissez-moi vous présenter mon équipe. À mon ultime gauche, M. Sébastien Aymon. À ma gauche, Mme Valérie Maltais. Et moi-même, Olivier Lacroix. Comme je viens toujours de vous le dire, on a une planification assez chargée aujourd'hui. Cependant, ça va être important de bien placer les bases de cette planification-là, sur lequel on s'est basé pour trouver les meilleures solutions pour vous. Premièrement, on vous considère comme un milieu avancé de la carrière. Donc, tranquillement, on va commencer à penser retraite comme il faut, penser retraite pour de vrai avec des montants un petit peu plus proches, un petit peu moins loin dans l'avenir, donc c'est plus concret. Aussi, des belles perspectives d'études pour vos enfants. On prévoit très bientôt une somme importante pour les études de vos enfants. Vous voulez les avantager, c'est très louable à vous. On l'a contenu dans notre planification. Une belle propositionnement professionnel, ça va nous aider avec certaines négociations avec les entreprises qui vous ont approché. Et des opportunités florissantes d'opérations à court, moyen et long terme, tout au long de votre fin de carrière. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui. Premièrement, vous avez une offre d'Eurolife, qui est une offre qu'on vient de recevoir. Il faut lui répondre dans un délai relativement serré, étant donné toutes les conséquences que ça entraîne. On va commencer notre exposé avec cet élément-là qui, à mon avis, doit vous tenir très à cœur pour l'instant. En second lieu, on va vous traiter comment sortir les actions privilégiées que vous aviez dans l'entreprise de votre sœur. Il y a une façon très efficace de le faire du point de vue fiscal. En troisième lieu, le transfert de l'immeuble locatif. Vous avez déjà eu un avis de cotisation concernant un autre immeuble. Cependant, on a un immeuble locatif qu'on aimerait changer de compagnie, étant donné les considérations qu'un avocat nous a déjà mentionnées. On va vous montrer la manière de le faire du point de vue fiscal. Et on va terminer notre exposé avec d'autres considérations fiscales. Certaines qui sont directement rattachées aux 3 premiers points, d'autres qui n'ont aucune influence sur ces points, mais qui sont quand même cruciales dans vos déclarations d'impôts personnels et dans une planification à long terme. Donc, si vous le permettez, je vais céder la parole à mon collègue Sébastien Aymon qui va entrer dans le vif du sujet qui vous tient probablement très à cœur. Oui, on va y aller avec l'offre que Eurolife a faite. Donc, une opportunité d'avoir une franchise à vous en pharmacie, donc votre domaine. Donc, les avantages que nous avons identifiés ici, c'est entre autres, il y a un support important offert par le franchiseur. La formation va être offerte tout au cours des 3 premières années. Une formation au début et un support tout au cours des 3 premières années. C'est très important ça, car on est comme vous, on n'est pas encore peut-être habitué au milieu des affaires, au milieu de la franchise. Donc, ça va vous permettre de bien entrer dans ce domaine-là avec le support de votre franchiseur. Votre franchiseur vous propose aussi de payer une somme de 50% de votre loyer. Donc, c'est très intéressant côté pécunier, donc ça va vous diminuer vos dépenses. Par contre, côté fiscal, cette dépense-là est encore déductible pour vous et ainsi que pour votre franchiseur. Il y a la création de MCA, c'est un petit peu plus technique comme terme. Par contre, c'est un avantage pour vous puisque dans votre franchise, vous allez pouvoir déduire une demande d'amortissement donc de cette franchise-là. Donc, on a annuellement pour la première année, on a ici 2 600 $ d'économie d'impôt. Donc, c'est un montant qui est sauvé en impôt. C'est très, très intéressant de ce côté-là. On continue avec le bâtiment, reste de la propriété de M. Fontenelle. Donc, vous restez propriétaire du bâtiment, ce n'est pas votre franchiseur. Donc, vous avez la propriété du bâtiment, vous êtes capable d'aller emprunter et mettre en garantie ce bâtiment-là. Donc, c'est intéressant, une fois l'emprunt payé. Donc, le bâtiment est clairement à vous, donc c'est intéressant de ce côté. On a aussi les redevances qui sont déductibles. Évidemment, lorsque les redevances sont exigées par votre franchiseur, vous allez pouvoir déduire ces dépenses-là à votre revenu, déclaration de revenus. Donc, une charge d'impôt moins grande. On a aussi une possibilité de créer une entreprise familiale ici. Donc, vous avez mentionné que un de vos enfants serait peut-être intéressé à suivre vos pas dans cette voie. Donc, c'est intéressant pour vous de débuter une entreprise que par la suite pourra être
continuer par vos générations futures, vos enfants. Ça vous permettrait aussi, dans le cas où vous désirez la vente, de bénéficier de la déduction pour gain en capital. C'est un 550 000 de revenus de gain en capital qui peut être exonéré. Donc, aucun impôt qui peut être fait au moment de la vente si vous désirez aller de ce côté-là. Donc, ça permettrait une économie d'impôt très importante, très intéressant. Par contre, il y a un inconvénient majeur qui est l'investissement non remboursable. Donc, ce 250 000 qui est exigé pour la franchise ne sera jamais remboursé. Donc, il faut être certain que c'est dans cette voie-là que vous désirez aller. Vous êtes prêt à risquer ce montant-là et que vous allez pouvoir continuer cette activité. Ensuite, si maintenant on parle du 250 000, il faut éventuellement financer ce 250 000 $-là. Donc, on aura identifié deux principales sources de financement. Vous avez un chalet personnel qui a une très belle plus-value, une très belle valeur. Il serait possible de le vendre pour générer des liquidités et éventuellement les investir dans cette franchise-là. Il y a aussi la vente des placements. Vous possédez personnellement plusieurs placements qui pourraient être revendus. Vous avez une compagnie de gestion qui en détient elle aussi. Ces deux placements-là pourraient être vendus pour générer les liquidités pour investir dans la compagnie. On va les regarder un petit peu plus en profondeur. Le chalet, une juste valeur de 250 000 $. Donc, il pourrait être vendu pour ce montant-là. Il y a une possibilité de déclarer ce chalet-là comme résidence principale. Ça aura pour effet de complètement annuler le gain en capital qui pourrait être créé sur cette vente-là. Donc, la transaction serait faite totalement sans impôt. Donc, 250 000 $ qui seraient clairs dans vos poches que vous pourriez réinvestir dans cette franchise-là, ce serait très intéressant. Lorsqu'on déclare une résidence principale ici, comme le chalet, votre maison qui ne pourra pas être déclarée résidence principale pour les autres années, par contre, elle n'a pas pris beaucoup de valeur, donc c'était beaucoup plus avantageux d'utiliser pour le chalet qui a pris une bonne plus-value, une meilleure économie d'impôt est ainsi créée. Donc, si on regarde du côté de la placement, la deuxième option, la vente des placements, vos placements personnels ici, on peut les voir, vous avez des placements dans plusieurs compagnies. Il y a un placement qui est intéressant ici. C'est intéressant de les vendre en masse ici, puisque le placement dans Imperial Oil a créé une perte. Donc, c'est intéressant de vendre tous les autres placements qui sont à profit. Donc, l'effet net des impôts est un peu annulé un dans l'autre. Donc, on n'a presque pas d'impôt qui est exigé. Et puis, on touche une somme de 113 800 $. Donc, une bonne partie de votre financement est trouvée ici. Et les conséquences fiscales sont minimes. Là. Il n'y a pas beaucoup d'impôts là-dessus. Du côté des placements qui sont dans votre compagnie de gestion, il y a des actions canadiennes, des actions américaines qui peuvent elles aussi être vendues. Donc, les montants qui vont être générés, au combiné les deux, c'est 219 000 $ qui vont être générés. Par contre, cette somme-là est à l'intérieur de la compagnie de gestion. Il faut que vous la transférez personnellement puisque c'est en votre nom personnel que vous allez désirer acquérir la franchise. Donc, il faut essayer de sortir ces sommes-là avec le moins de conséquences fiscales. On a ici, dans votre compagnie, un CDC, c'est-à-dire un compte de dividendes en capital qui vous permet de sortir des sommes, de vous verser des dividendes sans impact fiscal. Le solde qui était au début était 37 000 $. Et lors de la transaction, on a créé 62 500 $ de CDC. Donc, ça provient de la fraction qui est non imposable dans les gains en capital, lors des gains en capital de la vente des actions précédentes, donc qui étaient dans le tableau précédent qu'on a mentionné. Donc, on est rendu avec un solde de 99 500 $. Si on regarde un peu ici, dans la société, on avait généré 219 000 avec la vente des actions. On peut se verser libre d'impôt. Vous pouvez en voir, M. Fournel, 99 000 $ libre d'impôt. Maintenant, 120 000 $ qui vont être versés en dividendes. Seuls 120 000 $ vont être imposés à 36 %, un taux normal pour un revenu dividende. Donc, 43 200 $ d'impôt va être chargé. Et au net, vous allez pouvoir toucher 176 300 $ avec cette vente-là dans vos poches. Donc, si on combine les deux sources de revenus, on a beaucoup de liquidités ici générées. On a 290 000, ça nous en prend 250. Il y a un petit peu un surplus qui est légèrement généré, mais ça peut être réinvesti à votre convenance. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres fins. Cet argent-là sera à vous, vous déciderez quelle utilisation vous désirez en faire. Par contre, maintenant, le choix vous revient personnellement à vous. C'est-à-dire que même si le chalet a un impact fiscal beaucoup moins grand à cause qu'on pourrait le déclarer comme résidence principale, si vous désirez conserver ce chalet-là pour pouvoir jouir de ce bien-là, donc on pourrait aller vers la deuxième option qui est la vente des placements. C'est un petit peu plus onéreux fiscalement, mais ça nous permet de conserver le chalet si on ne désire pas le vendre immédiatement. Donc, si on continue, on aurait une petite recommandation. Comme on avait parlé, l'achat de la franchise se fait en votre nom personnel. Si l'achat de la franchise était modifié pour être dans la compagnie de gestion, ça permettrait d'éviter d'avoir à sortir l'argent des placements et de le transférer dans votre nom personnel à vous. Donc, ça permettrait d'éliminer le 43 200 $ qui était l'imposition des dividendes lorsqu'on l'avait sorti de la compagnie de gestion jusqu'à votre nom personnel. Donc, ça vous permettrait une belle économie d'impôt ici. Et lorsque le contrat devra être modifié avec votre franchiseur. Par contre, vous avez un certain pouvoir de négociation, puisque vous avez une très bonne réputation en tant que pharmacien. Et puis, le franchiseur désire un intérêt pour aller s'implanter dans la région où vous désirez exploiter. Donc, ce serait probablement possible
de négocier avec ce franchiseur-là pour faire modifier le document et le mettre au nom de la compagnie de gestion. Maintenant, je vais passer la parole à Mlle Madeleine. Bon. En ce qui a trait des rachats des actions privilégiées, tout d'abord, ce que vous nous avez mentionné, c'est que votre sœur était prête maintenant à voler de ses propres ailes. Donc, au début, nous avions ce schéma. Dans le fond, votre sœur détenait 100 actions ordinaires de la gestion Mélanie et vous en déteniez des actions privilégiées. Ce que nous, on vous propose, en fait, c'est d'utiliser un roulement par l'article 85. Dans le fond, qu'est-ce qui va se faire? C'est que dans le fond, à la place que ce soit vous qui détenez les actions privilégiées, ça va être la société de gestion. Par l'article 85, on les transfère donc libres d'impôt par le PBR. Par la suite, on fait le rachat. C'est sûr que quand on effectue le rachat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que selon l'article 84, il va y avoir un dividende réputé qui va s'effectuer. Par contre, en raison que les deux sociétés sont des SPCC, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est que ça va entraîner que ça va annuler le dividende réputé. Ainsi, libre d'impôt. Par contre, qu'est-ce qu'il faut mentionner? C'est qu'au fur et à mesure que vous allez être prêt à transférer cette somme à vous, c'est sûr que là, il va y avoir des dividendes réputés qui vont être imposables à 46%. Par contre, c'est sûr que retarder l'imposition, c'était vos besoins, c'était vos priorités. C'est sûr que là, en ce moment, on ne peut pas l'éviter, mais on peut le retarder. Et en plus, c'est que s'il vous reste du CDC, vous pourrez annuler complètement le dividende, donc libre d'impôt. C'est sûr que pour ça, ça va prendre des transactions en gain à capital ou autre. Mais par contre, c'est quand même une solution abordable et préférable. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Sébastien. Oui. Donc, on va parler de l'immeuble locatif que vous possédez. Vous avez parlé que vous aimeriez le transférer d'une entreprise à l'autre, puisqu'il y a certains risques que les autres actifs soient entachés ou peut-être saisis par les créanciers de cet immeuble-là. Donc, on voudrait le transférer sous le conseil d'un avocat. C'est un très bon conseil. Donc, on va essayer de transférer cet immeuble-là avec le moins de conséquences fiscales possible pour limiter le fardeau et les factures fiscales qui pourraient s'en suivre. Donc, on a identifié ici deux options qui sont les plus intéressantes, qui seraient les plus performantes selon nous. Donc, il y a une option qui est la plus simple, c'est lorsque vous aurez créé une seconde compagnie de gestion, donc pour la transférer d'une compagnie à l'autre, c'est simplement vendre le bien, vendre les meubles d'une compagnie à l'autre. Donc, il y aurait éventuellement la création de gains en capital, la création aussi de récupération d'amortissement. Toutes ces sommes-là ici sont dans le détail, donc on crée un gain en capital puisque l'immeuble a pris de la valeur depuis son acquisition, donc ces sommes-là sont imposées. Par contre, ces sommes-là sont imposées au taux des gains en capital, donc une fraction de 50% est exonérée, donc seulement 50% est imposé, ça donne une somme ici de 34 500 $. Donc c'est intéressant. Donc on a aussi une récupération d'amortissement. Cette récupération d'amortissement-là, elle est considérée comme un revenu d'entreprise, donc elle est imposée à une fraction de 100%, contrairement au gain en capital. Et par contre, elle aussi, elle provient du fait qu'on a amorti trop rapidement notre actif par rapport à sa perte de valeur réelle. Donc le gouvernement veut récupérer ces sommes-là qu'il nous a octroyées en déduction tout au cours de la vie utile du bien qu'on a pris dans nos déclarations précédentes. Donc, on aurait ici un total d'impôt à payer de 41 700 $. C'est sûr que cette transaction-là n'est pas très intéressante pour vous, puisque c'est un petit peu, les deux compagnies vous appartiennent, vous êtes un peu représentants, vous détenez les deux compagnies, donc vous prenez un petit peu l'argent de la poche gauche pour la mettre dans la poche droite, et du même coup, avec cette transaction-là, le gouvernement en profite pour vous réclamer 41 000 $. Donc, c'est pas la formule la plus intéressante. Par contre, on a une petite formule, on a un roulement de l'article 85 qui permettrait de pallier à cet inconvénient-là. On pourrait transférer d'une compagnie à l'autre avec l'article 85, faire un roulement, donc rouler au prix de base rajusté, au PBR, et ainsi éliminer tous les gains en capital et récupération d'amortissement. Ils ne seront pas présentement, donc ça va être la transaction se fait sans conséquences fiscales, donc c'est très intéressant. Pas de facture qui va être reliée à ce transfert-là. Les meubles vont avoir été transférés comme vous l'avez désiré dans votre nouvelle société de gestion. Donc, l'objectif est atteint, la facture fiscale est minime. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. Lacroix. Oui, pour la dernière section de la présentation d'aujourd'hui. Je ne sais pas que ces points-là sont moins importants, cependant qu'ils s'intègrent un petit peu moins dans les sections précédentes. Premièrement, vous avez déjà reçu un avis de cotisation, on n'y peut rien, dans le fond, la défense a déjà été faite. Cependant, quelques conseils pour l'exploitation à venir. Malheureusement, les frais que vous avez engagés, premièrement comme frais judiciaires pour vous défendre, et les frais d'intérêt et pénalité ne seront pas déductibles dans votre déclaration. Il y a certains frais de consultation judiciaire qui peuvent être déductibles, mais malheureusement pas quand il s'agit d'une cotisation de l'Agence du revenu du Canada.
Ce qui va être important de faire, c'est de bien planifier l'imposition à l'avenir. Il y a déjà eu un jugement qui traite que ça va être du revenu d'entreprise, du revenu commercial. Il y a une bonne partie de vos fonds accumulés qui proviennent de ces éléments-là. Il va falloir bien planifier, surtout dans une perspective de retraite, que l'imposition va être plus importante que si c'était du gain en capital. On peut enchaîner sur la planification pour les études aux enfants. C'est un des éléments majeurs de vos préoccupations qui vont venir dans l'avenir, les études de vos enfants. Vous nous avez mentionné que vous vouliez un montant de 200 000 $ environ. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, c'est dur à prévoir, pour l'étude de vos 3 enfants. Ce que nous nous suggérons, c'est de cotiser un régime enregistré d'épargne études. C'est un des très beaux produits que le gouvernement peut offrir afin de financer les études de vos enfants. En fait, vous allez pouvoir cotiser un maximum de 30 000 $ par enfant pour un total de 5 000 $ par année. Ce montant-là, en fait, l'avantage qu'on peut avoir de cotiser à un tel régime, c'est que le gouvernement va vous cotiser la moitié du montant que vous avez fait. Donc, il y a un très bon avantage à le faire, étant donné que pour liquidités vont peut-être être un peu pressés, étant donné les investissements qui s'en viennent. Cependant, il n'y a pas de bouton de panique à peser. On prévoit une solde manquant hors régime enregistré d'épargne études de 65 000 $ en calculant votre cotisation maximale et la cotisation du gouvernement. Cette somme-là peut provenir du surplus de liquidité qu'a généré mon collègue par la section précédente de l'exposé lorsqu'on a financé l'achat de Eurolife, en fait de l'achat de la franchise. Les frais de déménagement. Dans l'offre d'Eurolife, on vous prévoit que vous allez devoir déménager d'ici de votre lieu actuel jusqu'à Montréal. En fait, étant donné que la distance est clairement au-dessus de 40 km, ça va être possible d'utiliser les belles avantages de la loi de revenus de cet élément-là. Premièrement, les frais d'hôtel et restaurants vont être déductibles pour la période de 15 jours que vous allez séjourner lors de votre déménagement. En deuxième lieu, tous les frais de transport de vos biens vont être déductibles également. Il y a une limite de 500 $ pour ce qui est des frais de l'ancienne maison tant que vous ne l'avez pas vendu. Donc, les frais d'assurance, les frais de chauffage, les frais de fonctionnement de l'ancienne maison sont limités à 5 000 $, mais vous pouvez quand même les déduire, c'est un bel avantage. Et ainsi que les frais de vente de l'ancienne maison vont être déductibles. Donc, on a certains bons avantages. Notez qu'un frais déductible n'est pas une économie d'impôt net, il va falloir appliquer le taux d'imposition à ce montant-là. Ça reste avantageux. Cependant, les déductions vont être limitées par le revenu gagné au nouvel emploi. C'est possible qu'on fasse le changement d'emploi d'ici un petit peu serré sur la fin d'année fiscale. Cependant, on pourra simplement les reporter à l'année suivante si notre revenu d'emploi n'est pas suffisant pour générer ces déductions-là. Le montant de 20 000 $ que Eurolife nous promet va être en réduction de ces déductions-là. Donc, on va simplement soustraire le montant. Cependant, si le montant est supérieur aux déductions autorisées, il va être considéré comme revenu imposable. Donc, prévoir une certaine facture d'impôt reliée à ce montant-là s'il y a un surplus. Cependant, ça risque d'être un surplus assez faible. Vous avez également prêté un montant à une amie qui démarrait une nouvelle entreprise. C'est dommage, du point de vue légal, vous allez probablement avoir des nouvelles du liquidateur de faillite. On prévoit un montant de 25 000 $. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. La bonne nouvelle, c'est que la compagnie de votre ami est à une SPCC et on va pouvoir qualifier le 25 000 $ comme une perte déductible au titre de placement d'entreprise. Le bel avantage, c'est que ce montant-là va être déductible contre tous les types de revenus que vous allez avoir. Donc, vous allez pouvoir générer une économie d'impôt net de 12 000 $ selon votre taux d'imposition. À noter que si vous recevez un montant de la faillite, c'est ce montant-là que vous allez devoir recevoir, ça risque d'être un petit peu moins. Pour ce qui est de l'utilisation de l'automobile, votre BMW que vous utilisez pour les fins du travail, premièrement, vous pouvez déduire un droit d'usage. Cependant, la valeur d'automobile est un petit peu trop élevée. Il va falloir prendre un montant de 30 000 $ qui est le maximum autorisé par la loi de l'impôt sur le revenu. Il va falloir aussi maintenir un registre des déplacements assez précis dans le cas d'un avis de cotisation. Pour ce qui est des frais de fonctionnement, on vous rembourse présentement 55 sous du kilomètre. C'est un peu trop, la limite est à 27 sous. Notez que la différence va être considérée comme revenu imposable. Cependant, vous avez probablement déjà fait affaire avec des professionnels de l'impôt qui ont déjà dû vous en parler. Les frais de rénovation, vous avez engagé des frais de rénovation en 2010. C'est possible d'obtenir un crédit à la rénovation domiciliaire si vous avez conservé les factures. Cependant, en 2010, il y a déjà quelques années. Le crédit est encore utilisable cette année, il est reportable. Cependant, il y a de bonnes chances que vous l'avez déjà utilisé si vous avez fait faire votre déclaration par des professionnels. On va s'occuper de faire la vérification pour vous. La déduction pour résidence principale, mon collègue en a déjà parlé, on va l'utiliser probablement pour le chalet parce qu'il y a une bonne plus-value d'accumuler. Cependant, elle va pouvoir être utilisée pour la maison pour ce qui est du sol. C'est pas tous les jours, vous avez droit à une année sur le pourcentage de détention de la maison. En fait, tout le calcul qui se fait assez bien, on vous donnera les détails sans problème. On va faire mettre un court retour sur la présentation si vous le permettez bien, afin de bien synthétiser des informations qui sont importantes pour votre planification à long terme. Premièrement, l'offre d'Eurolife est intéressante. Cependant, il y a toute une question de perspective de retraite et de gestion du risque. En fait, ce que je trouve à faire avec la planification de mon collègue, c'est qu'on peut échanger des placements contre un autre placement, donc le risque risque d'être assez égal. Cependant, votre portefeuille de retraite, vous devez vous questionner est-ce que vous désirez mettre une somme aussi importante à risque. C'est pas que le risque soit vraiment élevé, c'est juste que c'est une entreprise qui n'a pas encore séjourné au Québec. On est un petit peu dans l'incertitude. C'est à vous de gérer cette situation-là. C'est selon vos conseils. Vous pouvez voir consulter à votre conseiller financier, si vous voulez avoir plus de détails. Les possibilités fiscales sont avantageuses pour ce qui est du financement.
Les sorties d'actions privilégiées, on va trouver une méthode qui se fait en fait sans imposition avec la gestion Mélanie. Si jamais vous avez d'autres projets communs, on va pouvoir utiliser cette méthode-là avec d'autres personnes, d'autres membres de votre entourage afin de réaliser des bons profits parce que vous avez quand même réalisé un profit de 2000% d'ici quelques années. On n'a pas le détail des années. L'immeuble peut être transféré à l'aide de l'article 85 de la loi de l'impôt sur le revenu sans imposition. On va planifier l'étude des enfants en grande partie à l'aide d'un registre d'épargne études. Et les considérations fiscales mineures peuvent avoir une importance sur votre déclaration d'impôt. Cependant, quand on va la réaliser, on va avoir considération de tous ces éléments. Les perspectives de retraite s'en viennent, j'en ai déjà parlé. Ça va nous faire plaisir d'être disponible si vous avez des questions supplémentaires de ce côté-là. Peut-être réaliser un deuxième mandat avec vous si vous le désirez. Ça va dépendre de votre aversion au risque et de vos priorités. Une de vos bonnes priorités, c'est les études de vos enfants. Il va falloir la considérer dans votre considération de retraite. Donc, c'est ce qui conclut notre exposé. On reste disponible pour une période de questions. Merci, vous avez parlé beaucoup du financement de la franchise, de l'achat de la franchise. Si jamais je dis que je ne veux pas vendre mes placements, quelle serait l'autre façon ou les autres façons possibles de financer cet achat? Comme on l'a mentionné, c'est sûr que la vente du chalet pourrait être une belle porte de sortie. Je ne veux pas vendre le chalet non plus maintenant. J'adore mon chalet, je ne veux pas le vendre. Avec la pharmacie, on va générer des actifs où on va donner en garantie, par exemple, un prêt bancaire qui vient de l'externe. On a préféré peut-être pas trop augmenter votre ratio d'endettement le plus possible. Cependant, les intérêts vont être déductibles, ça peut être un autre avantage de ce côté-là. On a essayé d'éviter cette méthode-là, mais il peut y avoir du financement bancaire, peut-être avoir un co-investisseur si vous le désirez. Je sais que dans le domaine de la pharmacie, vous pouvez peut-être travailler à plusieurs si vous avez une personne de confiance qui peut vous aider dans cette aventure-là. Il faut penser aussi que vous aviez des CELI et des REER, mais c'est vraiment pas payant du côté principalement des REER de sortir ça, en fait, pour financer ça. Vous êtes mieux d'utiliser quand même le chalet, tant qu'à aller vers ce côté-là. Est-ce que vous avez considéré inclure ma femme, mes enfants à l'actionnariat de ma pharmacie? On n'a pas considéré que votre famille au complet ferait partie dans l'immédiat de l'actionnariat de la nouvelle entreprise. Par contre, c'est sûr que si on avait cru comprendre qu'un de vos enfants viendrait éventuellement joindre vos côtés lorsqu'il arrivera l'âge, mais on n'a pas inclus. On a pris comme hypothèse que votre femme n'était peut-être pas intéressée à ce genre de milieu. Ses activités sont peut-être plus ou moins complémentaires avec la pharmacie. Il y a peut-être moyen, si elle donne des services à la pharmacie, de verser un petit salaire représentatif du travail qu'elle fait, faire une petite séparation de revenus. Mais il ne faudra pas trop exagérer de ce côté-là. C'est si elle a envie de rendre des services à la pharmacie. Il faut penser aussi que justement transférer à votre fils, en fait, ça va permettre de créer peut-être un gel successeur et là, l'idée de la déduction des biens en capital. Excusez-moi. Vous avez parlé dans le fond du 25 000 que j'ai prêté à une de mes amies. Vous avez dit que dans le fond, je peux la déclarer comme PDT-PE et que je recevrais peut-être un montant du syndic. Le montant que je reçois du syndic, je fais quoi avec? En fait, il va falloir attendre d'avoir le règlement, à mon avis, avant de pouvoir déclarer le montant comme une perte. C'est le montant que vous allez recevoir du syndic. En fait, il va être en réduction de la dette que vous avez. Le montant que vous recevez du syndic, c'est votre produit de disposition, à lequel vous allez réduire votre PBL de 25 000. En fond, ça va être le 25 000 moins le montant du syndic qui va être votre perte déductible. Désolé si c'était pas clair, là. En fait, c'est une 25 000 que vous recevez moins le montant du syndic, c'est votre perte qui va être admissible. Mais si vous recevez 25 000, c'est 25 000 qui va dans votre PDT. En fait, si vous ne recevez rien de votre montant, c'est le 25 000 qui va être. Désolé de la confusion. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci.